Bonjour et bienvenue dans Trendspotting, l'émission qui explore les tendances émergentes et celles qui forgent le monde de demain. Aujourd'hui, je reçois un philosophe franco-israélien. Il est professeur de philosophie naturelle à l'EHESS à Paris. Il est l'auteur d'une dizaine de livres, dont le dernier, dans sa version française. La version anglaise est titrée Good Enough et en français La survie des médiocres. Ce livre a fait beaucoup parler ces derniers temps. C'est une critique du darwinisme et du capitalisme. Bonjour Daniel Milo. Bonjour Michel. La couverture de la version anglaise de votre livre montre l'image d'une girafe. Pourquoi vous avez choisi la girafe? Que la girafe a déclenché non seulement mon intérêt pour la question du good enough, mais m'a plongé dans la biologie. J'étais indifférent à la biologie avant. Je suis allé avec mes étudiants au zoo pour étudier la question de too much, du trop, ce que j'appelle la tropéité, une question qui m'occupe depuis une trentaine d'années. Et on a regardé la girafe dans le zoo. Et une des étudiantes nous a parlé non seulement non pas de son cou, mais de ses jambes, ce qui nous a beaucoup surpris. C'est comme ça on a appris que la girafe accouche debout, ce qui donne ceci. Le girafon, qui pèse 70 kilos, tombe, la tête la première, sur le sol très dur de la savane, du haut de 2 mètres. Et là, je me suis dit, on nous raconte que la sélection naturelle, elle nettoie, elle maximise, elle améliore, bref, tout ce que fait normalement aussi une usine ou une industrie, eh bien, c'est ce que j'ai appelé médiocre. J'ai même dit que si c'était un ingénieur qui l'aurait fait, il aurait été licencié sans dommage ni rien. C'est vraiment nul. Et comme la reproduction, c'est la raison d'être de chaque organisme, on peut dire que là, ça a très mal marché, à ceci près que la girafe, ça marche depuis 30 millions d'années. C'est-à-dire qu'on peut survivre la médiocrité pendant des millions d'années. Ça va. Donc il n'y a pas de survie du meilleur, du mieux adapté, du quoi que ce soit. Non, on peut être juste OK, ce que j'appelle passable, et j'ai même failli appeler le livre en français passable, et on passe. Voilà. Mais ça veut dire que, selon vous, Darwin s'est trompé? La théorie de Darwin, c'est en réalité deux théories pour le prix d'un. La première théorie, c'est l'évolution, et que nous descendons tous du même organisme. Eh bien, cette intuition géniale qui reposait sur rien, elle est juste. Elle est avérée juste à 100%. Donc là, une moitié, il a raison. La deuxième moitié, c'est sur la sélection naturelle. Sur la sélection naturelle, il a un peu raison. C'est-à-dire, il y a des cas où on voit très bien comment la sélection naturelle, elle fait ce qu'elle est censée faire. C'est-à-dire purifier, maximiser, améliorer. Dans d'autres cas, pas. Estimation, mais les estimations valent ce qu'elles valent. Mais je dirais que 10% des phénomènes naturels sont sélectionnés. 90 relèvent plutôt ce que j'appelle le good enough, le satisfaisant, et c'est la survie du plus chanceux, et certainement pas la survie du mieux adapté. Il faut de la chance, quoi. Je donne même dans le livre une recette. Si vous voulez survivre pendant même pas des millions d'années, mais juste dans la génération suivante, imitez vos parents. Parce que les parents, ce sont des role models. Ils ont fait leurs preuves dans les deux disciplines, les deux domaines qui comptent le plus, la survie individuelle, parce qu'ils vivent, et la reproduction. Imitez vos parents, vous avez des chances énormes pour très bien marcher dans la nature. On on va revenir sur cette idée de d'imitation, mais, là, vous avez, transposé et dans le livre et à l'instant, vos conclusions sur le darwinisme.
de l'évolution naturelle à la société, au champ social et à l'économie. Comment est-ce que vous justifiez cette transposition? D'abord, je ne l'ai pas fait. On l'a fait bien avant. Le discours darwinien et surtout le discours néo-darwinien, pour faire très bref, le néo-darwinisme, c'est la sélection naturelle, la théorie de la sélection naturelle, plus la génétique de Mendel, la génétique mendélienne. Les deux ensemble, ça, c'est le néolibéralisme, non, néo-darwinisme, et je mets ce contact, je jette le pont entre le néo-darwinisme et le néolibéralisme, parce qu'on l'a fait avant. Et c'est même dans vous écoutez autour de vous, ou bien vous googlez des, des questions qu'on peut qualifier de capitalistes, et vous allez voir, le langage darwinien saute, jaillit tout de suite. C'est-à-dire, c'est pas moi. Nous parlons darwinien et nous parlons capitalien, et ces deux langages, on voit très bien, ils se ressemblent énormément. Ce que je dis, dans le capitalisme, le marché, c'est ce qu'il fait. Il a toujours raison. Et la sélection naturelle, évidemment, c'est la sagesse de la nature. Donc c'est pareil. On fait confiance au marché d'un côté, à la sélection naturelle de l'autre côté, et on aboutit pour que les deux accouchent de phénomènes, soit sociétal ou économiques, de l'autre côté phénomènes naturels, qui ne sont pas parfaits, bien évidemment, qui sont très bons. C'est-à-dire pas les jambes de la girafe. La girafe, un marché normal n'aurait pas accouché des jambes de la girafe, ni la sélection naturelle. Mais je voudrais revenir là-dessus, on va essayer de développer ensemble, mais il me semble, il y a eu d'ailleurs pas mal de critiques en France à la suite de la sortie d'un article dans Le Monde qui parlait de votre livre. Il me semble que Adam Smith, le père du libéralisme, est plutôt antérieur à Darwin. Il est mort 20 ans avant la naissance de Darwin. Comment est-ce que il est possible que ce soit Darwin qui ait inspiré le libéralisme ou le néolibéralisme? Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse? Je ne pense pas en termes d'inspiration du tout. Vraiment pas. Je pense en termes de ce qu'on appelle alliance objective. C'est un autre terme. Les deux ismes se renforcent mutuellement. Je pense pas du tout que le capitalisme doit chercher, ou un capitaliste, un baron, comment s'appelle le baron qui vole, comment s'appelle, enfin, vous savez, le Rockefeller et les autres, n'ont pas besoin de Darwin pour justifier leur d'être rapaces et d'être avides de gains. Pas du tout. À l'inverse non plus. Les biologistes n'ont pas besoin du capitalisme pour réfléchir la nature. Mais ces deux langages qu'on parle couramment, et suffit de googler pour voir, on parle comme ça. Quand on parle freudien, on parle darwinien, c'est ce qu'on fait. Eh bien, les deux, dans ce sens, sont ligués, pour moi, ils sont ligués contre nous, contre nos intérêts. Ça, ce qui m'importe le plus, parce que on a compris, on l'aura compris. Je suis pas biologiste. Ça me fascine la biologie, mais c'est l'homme et la société qui comptent pour moi. Oh, là, je suis touché. La girafe, je l'admire, je l'adore, mais elle ne touche pas. Elle ne touche pas dans ce sens-là. Elle ne change pas ma vie. Le capitalisme change ma vie. Le néolibéralisme change ma vie. Et ce que je dis, le darwinisme et ses maîtres mots, survival of the fittest, etc., ça influe la vie, ma vie, la vie de mes enfants et mes petits-enfants. Est-ce qu'il y a eu des réactions différentes de vos lecteurs américains ou anglo-saxons par rapport à la sortie du livre en France? Est-ce que vous avez eu des réactions différentes? Ça, c'est une très bonne question. J'ai regardé un peu les réactions américaines ce matin, par hasard. C'est d'abord la biologie. Les lecteurs. Certainement parce que c'est sorti chez Harvard University Press dans la collection prestigieuse, les presses prestigieuses, la collection c'est science, natural sciences.
Donc, on s'est intéressé beaucoup à mes thèses de biologie et ils ont lu jusqu'au 6e chapitre et même 7e biologie. J'ai l'impression que mes lecteurs français ont lu ce qui est formidable, ce qui est vraiment, parce que c'est très beau. Vous avez démarré, cher ami, avec la girafe, parce que c'est sexy. Donc, les lecteurs ont été surtout attirés en France par ce qui est sexy. C'est normal, parce que Gallimard, c'est un éditeur généraliste et c'est publié dans la bibliothèque des sciences sociales. Donc, forcément, on s'intéresse plutôt à la partie soit sexy, girafe, Galapagos, cerveau, ou bien les 3 derniers chapitres. Mais le fond lui-même de l'argument, de la théorie du Boudinaf, ce sont 2 chapitres qui sont très scientifiques et qui m'ont valu ce qu'on appelle, comme on dit, endorsement, l'aval, du comité de lecture pour publier le livre. C'était 4 biologistes et même de grande renommée. Donc, les Américains sont intéressés aux thèses scientifiques, pratiquement tous, et les critiques français, très peu, on parle très peu de science. J'accepte, c'est bien, parce qu'il y a, comme chez Darwin, il y a 2 théories pour le prix d'un. Chez moi, il y a 2 livres pour le prix d'un. C'est pour ça que c'est un pavé qui fait 413 pages. J'aurais peut-être dû faire des livres. Si, si on s'attarde un tout petit peu sur cette problématique franco-française, parce que c'est vrai que votre livre a créé beaucoup de débats. Et probablement parce que on s'est attaché, comme vous disiez, à la deuxième partie, socio-économique et les applications de la théorie biologique au monde social, au champ social et économique et politique. Quels sont, d'après vous, les plus grands malentendus ou les objections que vous avez rencontrées concernant votre livre et comment est-ce que vous y répondez? C'est le moment peut-être, vous avez l'occasion peut-être d'y répondre. Qu'est-ce que vous avez identifié comme malentendu et que vous aimeriez éventuellement essayer d'éclaircir? C'est plus qu'éclaircir, parce que ça me fâche. Oui. Pas éclaircir du tout. C'est pas parce qu'il y a mauvaise volonté ou mauvaise foi. Non, non, mais il y a autre chose. Incompréhension et être attiré par, de nouveau, par ce qui est sexy. Ce qu'on appelle, en anglais, journalisme jaune. On est attiré par le sensationnel. L'article que vous citez, du Monde, c'est le deuxième. Il y a maintenant 3 papiers dans le monde sur mon livre. 3. Apparemment, c'est le record au Guinness. Modiano n'a pas 3 papiers dans le monde. Modiano. Peut-être Sophocle ou Shakespeare, mais pas un livre complètement ésotérique sur la girafe. 3. Eh bien, malheureusement, le deuxième s'intitule, la deuxième partie du titre, Et si Darwin avait tout faux? Eh bien, ce titre n'a pas été donné par la journaliste, ni par moi certainement, parce que la 4e couverture commence par Darwin avait très souvent raison, mais quand il a tort, ça cause beaucoup de tort à la science et à la société. Mais je suis un darwinien, donc m'accuser de Darwin avait tout faux. Et hier, sur France Info TV, ils ont fait tout un débat sur, ils appellent ça la grande intox, que Daniel Milor dit que Darwin l'a eu tout faux. C'est vraiment, c'est de la mauvaise foi, je ne sais pas. Mais ça attire, ça attire. Et ce qu'ils me disent, et ce qu'ils disent dans cette émission, je ne vais pas conseiller à vos spectateurs, voir, parce que c'est infâme. C'est vraiment infâme. Et la réponse du scientifique, le 3e papier, là, il ne me cite pas. Il cite l'article. Mais c'est vraiment n'importe quoi. En plus, il est mathématicien. Il connaît rien en biologie. Et moi, je connais très bien. Voilà. Moi, je dirais que les Américains ont pris vraiment au sérieux la science. Est-ce qu'on peut dire que votre théorie est une critique de la compétition et de la recherche de l'excellence et une manière aussi de réhabiliter
le passable? Commencement par le commencement, c'est-à-dire moi-même. Écoutez, moi je suis pour l'excellence. Je pratique l'excellence. La poursuite de l'excellence, c'est moi. Je, pas moi seul. Vous aussi, mon cher. On fait ça. La question, est-ce que ce sont des valeurs qu'il faut mettre en première classe? Parce que tout mon argument, c'est la métaphore des trois classes. Première classe, business et économie. Il y a entre les trois, il y a aussi premium. Je dis, ça fait 100 ans à peu près, qu'excellence, innovation, changement, progrès, toute compétition sont en première classe depuis la crèche presque. Les parents cherchent l'excellence de leurs parents, de leurs enfants. Ils sont tellement fiers quand l'enfant parle le premier de sa promotion. Oh, il se tient debout, le premier. Donc, c'est en première classe. Moi, je dis, et c'est tout. Déclassons ces valeurs. Et ce sont des valeurs formidables qui nous font avancer, par exemple, pour nourrir 8 milliards de personnes. On ne peut pas sans l'excellence, l'innovation. Mais combien d'excellence, combien de poursuites d'excellence, combien d'innovations servent le bien-être et la survie de l'humanité, et combien chauffe la planète, je dirais que 99,99% de ces valeurs sont devenues nuisibles. Et l'argument toutes ces valeurs étaient formidables, acceptables, jusqu'à la révolution industrielle. Parce que l'excellence, la compétition, l'innovation n'ont pas pollué la Terre. Du tout. C'est vrai. L'invention de l'imprimerie, bof. Les canons, oui, un tout petit peu. Depuis la révolution industrielle, et surtout depuis le XXe siècle, ce que je dis, l'humanité et la planète ne peuvent plus se permettre ces valeurs qui sont communes au néolibéralisme et au néo-darwinisme. Donc, cette alliance objective, à l'époque d'Adam Smith, même si évidemment Darwin n'a pas inspiré Adam Smith, mais à l'époque d'Adam Smith, le début de la révolution industrielle, c'était OK. Donc c'était une bonne idée d'installer ces valeurs en première classe. Maintenant, c'est une très mauvaise idée. On respire moins bien à cause de cet upgrading, le surclassement de valeurs qui sont juste des valeurs comme l'amitié, comme la bonté, comme l'amour. Ce sont des valeurs subjectives. Les valeurs sont toujours subjectives. Excellentes valeurs, mais très payantes. Ça m'évoque un sujet qu'on a pas mal évoqué pendant la crise Covid, où on a mis face à face les premiers de cordée, ce dont vous parliez quand vous parliez de l'excellence, de la première classe, et ceux qui étaient véritablement au front, c'est-à-dire les métiers dont on avait besoin, qui sont très très peu valorisés, malheureusement, que ce soit les métiers de la santé, que ce soit les métiers qui sont liés à toutes les tâches dont on a besoin, les éboueurs, les caissiers, tous ces acteurs qui font tourner l'économie. Est-ce que d'une certaine manière, c'est aussi une façon pour vous de pointer du doigt tous ces acteurs dans la société qui sont sous-valorisés, qu'on peut qualifier parfois un peu par arrogance de médiocres, mais dont on a absolument besoin, et l'idée étant de les revaloriser? Je dirais ceci. Ces métiers, mais beaucoup d'autres, ce ne sont pas des métiers qui correspondent aux Jeux Olympiques, où il n'y a pas éboueur, vous dites éboueur, il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir la médaille d'or ou médaille d'argent comme éboueur. Et les infirmières non plus. C'est-à-dire là, il faut faire juste son travail. Et cette excellence et cette obligation d'exceller, automatiquement, quand on pratique un métier
où il n'y a pas de critères d'excellence sont dévalorisés. Vous voyez l'idée? C'est ça ce qui m'intéresse. Alors peut-être en philosophie, et encore, parce que les grands philosophes sont déjà morts, est-ce qu'on peut renouveler la philosophie? Est-ce qu'il y a de l'excellence vraiment dans la philosophie? On enseigne la philosophie. Mais est-ce qu'on est philosophe? La plupart des philosophes ne sont pas des philosophes. Ils n'ont rien dit de nouveau, intéressant. Mais enfin, on peut un tout petit peu exceller. Mais il y a des domaines où non, c'est pas l'excellence, mais c'est plutôt la fidélité, c'est plutôt la loyauté, c'est plutôt cela. Donc chaque fois qu'on accepte les valeurs qui sont communes au néo-darwinisme et au néolibéralisme, on distingue tout de suite les disciplines, les domaines, les métiers où on hiérarchise tout le temps. Et c'est problématique. On peut pas être innovateur quand on est éboueur. Non, on peut pas. Et du coup, si on peut pas innover, c'est innovate or die, ce qu'on nous dit. Eh bien, l'éboueur ou l'infirmière se disent, eh bien, nous sommes des morts vivants parce que on n'innove jamais, jamais. C'est ça un peu l'argument. Dans Trendspotting, c'est un podcast de prospective. Donc, moi, j'aime bien faire un exercice de pensée avec mes invités qui consiste à nous projeter dans les 5 à 10 années qui viennent, peut-être même au-delà parfois. Et je vous propose qu'on fasse cet exercice de pensée et en reprenant votre thèse, est-ce que vous pourriez décrire rapidement le monde qui pourrait émerger de vos travaux sur les possibilités, par exemple, euh, d'organisations alternatives, sociales, économiques, politiques? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'un monde qui répondrait aux critères que vous avez évoqués? À quoi ressemblerait ce monde? Il y a des propositions qui existent sur la table. Exemple, la décroissance. Dévaloriser la croissance. Ça, c'est tellement urgent. Après, décompétiser ou désexceller l'école. Parce que c'est là qu'il faut changer. Il faut changer l'école complètement. Si j'avais le pouvoir, le philosophe dictateur m'éclairait quand même. Le philosophe dictateur, j'aurais demandé d'abord le ministère de l'Éducation nationale, pas éducation supérieure. Commencer avec, même pas la primaire, commencer très tôt et rééduquer les parents pour qu'ils regardent autrement ce qui compte. Un autre exemple. Ça, c'est une idée que j'ai depuis 30 ans. Tous les miens le connaissent. Il faut apprendre, enseigner l'ennui dès l'âge de 2 ans. Les parents sont très préoccupés pour que les enfants soient occupés, qu'ils s'amusent, qu'ils s'intéressent. Ils ont 3, 4 cours après l'école de gymnastique, de jeux d'échecs, ballet. Au contraire, l'ennui. Après, il faut aussi enseigner le chômage, des cours de chômage. Parce que de toute façon, le chômage nous attend. Et on peut dire que beaucoup d'employés sont des vrais chômeurs, sauf qu'ils sont dévalorisés. Alors qu'il n'y a pas d'esprit civique qu'être chômeur parce qu'on consomme moins. Comme on gagne très peu, donc il ne peut pas consommer, donc il ne peut pas polluer. Donc le chômage, oui, Alors attendez, valoriser le chômage. je vous interromps, pardon. Chômage, décroissance, transformation de l'école, vous avez évoqué le philosophe dictateur ou la dictature qui pourrait vous permettre d'imposer. C'est quand même un schéma qui est plutôt inquiétant que vous êtes en train de décrire là, non? Très inquiétant, mais l'alternative est tellement plus inquiétante. Je donnerai un autre exemple. Les brevets. Les brevets. Mon idéal, c'est que tous les bureaux de brevets du monde exigent aussi des innovateurs, des gens qui proposent quelque chose de nouveau,
une estimation de l'empreinte, comment ça s'appelle, empreinte de carbone, de l'empreinte carbone. Eh bien, si les bienfaits de cette invention et l'empreinte carbone sont à peu près égaux, vous avez l'autorisation. Sinon, on a quand même le AI, l'intelligence artificielle, fait semblant, innover, mais pas dans la réalité. Et là, la plupart, par exemple, la plupart des industries militaires n'auraient pas le droit. Ce qu'on appelle la course aux armements, c'est complet. Alors vous dites oui, j'imagine un monde un peu totalitaire. Oui, il n'y a pas que l'empreinte carbone, il y a aussi l'empreinte sociale, j'imagine, dans votre esprit. Il n'y a pas que l'empreinte. En gros, c'est la question de l'impact positif sur les populations, sur la planète, sur l'humanité, au-delà même de la question climatique. Mais vous avez dit, en effet, que c'est un peu totalitaire comme vision. Et c'est étonnant pour un darwinien, non? Pas pour un darwinien, pour un être humain très de gauche, en plus. En plus. Très de gauche. En plus. Mais je connais l'alternative. Et j'ai des petits-enfants. La plus petite a 3 ans. Je sais que sans beaucoup de contraintes mondiales, pas à l'échelle d'un patelin ou d'un pays et même d'un continent, sans ces contraintes qui viennent d'en haut, la planète sera irrespirable pour mes petits-enfants. Vraiment irrespirable. Et là, quand sera irrespirable, un scénario. Les pays où la sécheresse est devenue à peu près la norme, maintenant, on sait, il y a des milliers de réfugiés de la sécheresse, c'est-à-dire ceux qui cherchent à éviter, s'évader de la famine. Il y a des milliers qui sont noyés dans le Méditerranée. Dans une quinzaine d'années, il n'y aura plus de place pour les poissons à cause de tous les noyés. Il y aura des millions de noyés parce que les pays du Sud, c'est-à-dire au sud de l'Occident, si vous voulez, hein, il y a l'Occident, c'est aussi le Japon, dans un sens, les pays de Coca-Cola, il y a partout. Les pays qui sont au sud de l'Occident n'auront pas le choix. On aura des hordes d'affamés. Et là, il y aura de tout son besoin de légiférer à l'échelle mondiale. Je dis, mes propositions, enseigner la décroissance, enseigner le chômage. Encore un exemple. Moi, j'aurais légiféré contre le délai, ce qu'on appelle deadline. S'il n'y avait pas de deadline, regardez autour de vous, tous les produits qui nous entourent, tous sont possibles grâce et à cause du deadline. Sans deadline, pas de livre pratiquement, pas de fauteuil, pas de version bêta de quoi que ce soit. Donc, deadline, c'est certainement une des choses les plus coûteuses qu'on connaisse. Donc, il y a un problème avec le deadline. Il sécrète beaucoup de tropéité, comme je l'appelle. Il rend possible, il possibilise des objets qui sont vraiment pas nécessaires. Alors qu'avec le AI, de pas concret, il y a des rêves. Moi, j'en ai des rêves. Et vous aussi, bien sûr. Vous êtes dans la prospection. Ce que vous appelez deadline, c'est la date d'expiration, hein, on est d'accord. Hein. C'est bien la date. Non, pas l'expiration. Non, la date de production. D'accord. Donc c'est l'urgence. C'est l'urgence que vous voulez supprimer. C'est ça. Il faut soit vous produisez un nombre de 2 millions d'ordinateurs ou de fauteuils dans un mois, soit vous faites faillite. Alors, il faut un peu désacraliser le deadline aussi. Un tout petit peu. C'est-à-dire des valeurs, des instruments, des outils qui sont tellement évidents, qui sont problématiques, vraiment problématiques, sans parler des éboueurs. C'est-à-dire sans parler, et vous avez raison, sans parler de ceux qui ne sont pas là du tout et qui sont tout de suite
tout de suite dévalorisé. C'est un très bon point. Je n'y ai pas réfléchi. Eh bien, merci Daniel Milhaud. Je rappelle le titre de votre livre, La survie des médiocres, critique du darwinisme et du capitalisme, chez Gallimard, bibliothèque des sciences humaines. C'était Trendspotting. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, vous abonner à la chaîne ou au podcast. Je vous dis à très bientôt.